C'est le scoop de la dernière heure dans les kiosques à journaux cette semaine. Le chef de l'État fait des réajustements dans le budget de l'exercice 2024 au Cameroun. Le titre, à la une du quotidien gouvernemental, donne ainsi la substance de l'ordonnance du président de la République en date du 20 juin. L'information n'échappe naturellement pas à l'économie quotidienne qui souligne que l'enveloppe allouée à la reconstruction des zones en crise est revalorisée. Dans la presse, cette semaine, les nouvelles des chantiers en cours dans le pays font également florès. Celui ouvert par le délégué général à la Sûreté nationale cible l'établissement de la carte d'identité. À en croire Cameroun Tribune, Martin Bargangele posait la première pierre du centre de production des titres identitaires de Yaoundé au quartier Etoudi. Des travaux similaires entamés à Douala et à Garoua devront permettre aux citoyens d'obtenir leur carte nationale d'identité en 48 heures, rapporte alors le drapeau. Hors des murs de construction, examinons à la lumière des tabloïds qui en parlent le concept étudiant-entrepreneur. Le Cameroun, ça rime, lance le quotidien. Réalité Plus, quant à lui, insiste sur l'appel lancé par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Tous unis avec l'université de Douala pour créer l'emploi en milieu universitaire. Les propos du professeur Jacques Famendongo retentissaient ainsi le 18 juin à l'ouverture du Salon du génie et talent de l'étudiant camerounais GTEC. Appel en direction des 600 000 étudiants camerounais. Les grandes leçons du GTEC 2024, dont la mise en place d'un groupe de travail pour accompagner les étudiants entrepreneurs, sont à retrouver dans les colonnes du Messager et en pied de page de Mutation, du Jour et de Réalité Plus. Fin de scène pour la revue de presse. Place au débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans ce studio de la CRTV. La 4e édition du rapport de l'indice mondial de performance des ports à conteneurs 2023 a été publiée le 4 juin dernier. Et dans le classement, on constate que les ports de Kribi et Douala occupent respectivement les 366e et 373e positions sur 405 ports évalués. En Afrique subsaharienne, ces ports se positionnent au 26e et 27e rang. En parcourant la presse cette semaine, on a bien constaté que les ports à conteneurs camerounais et africains en général dans le ranking mondial proposé par la Banque mondiale et ses partenaires, eh bien, cela suscite une vive controverse. Des voix s'élèvent pour remettre en question cette évaluation. Nous en parlons à la scène de presse, édition de ce dimanche 23 juin. Et c'est avec le concours des invités de la CRTV. Je commence par Ngem Dabouina, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Vous êtes journaliste, consultant. C'est un ancien de la CRTV que vous connaissez très bien. Merci de nous faire l'honneur d'être là. L'honneur est partagé. Merci. À côté de vous, Jean-François Chanon, bonsoir. Bonsoir, Séverin. Chanon, c'est un habitué de l'émission, journaliste, directeur de publication du quotidien Le Messager. Merci d'être venu également. Merci de m'avoir invité et je salue vos nombreux téléspectateurs au Cameroun et dans le monde entier. Je présente Alain Basile Manga, bonsoir. Bonsoir, monsieur Séverin Legambélé. Économiste d'entreprise et spécialiste de la restructuration des entreprises. On va beaucoup parler des entreprises, et dans le domaine portuaire. Tout à fait. Et je finis par Yaya Bello. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Séverin Aléga. Merci Yaya d'être venu. Vous êtes analyste des idéologies politiques, homme politique. Merci de répondre à l'invitation de la CRTV. Avant toute chose, nous allons nous intéresser à la fraude aux examens officiels cette année. On peut le voir en feuilletant les pages de Cameroun Tribune du 14 juin, et qui écrit, je cite, « Probatoire général des épreuves sur WhatsApp ». Plus en détail, l'article rédigé par Alexandra Tuile indique que des épreuves programmées pour le probatoire de l'enseignement secondaire général ont fuité. Des sujets d'examen programmés se sont retrouvés sur la toile avant même la date de la composition. Et de manière ironique, en empruntant un peu au langage familier, on peut lire également sur le site kwasi.com « L'eau a coulé et inondé les réseaux sociaux ». Un peu comme pour dire que, pour refléter la rapidité avec laquelle les épreuves volées se sont propagées en ligne.
par les mêmes réseaux sociaux, on a utilisé une vidéo du journal télévisé de la CRTV pour manipuler l'opinion en indiquant une reprise possible des épreuves du probatoire. Le ministère des Enseignements secondaires dit ne pas être au courant d'une telle information. Alors, quoi qu'il en soit, le fait rapporté par Cameroun Tribune et le journal en ligne Kwasi.com, ce fait-là montre quand même que le phénomène de la fraude à la peau dure, la fraude résiste au temps. Comment vous l'expliquez? Nous sommes avant tout des parents, des citoyens camerounais qui vivent ce phénomène-là. Je sais que dans le système anglo-saxon, c'est l'ordinateur qui choisit les épreuves. Et une fois choisi, on ferme ces questions-là quelque part. Et ce n'est que le jour de l'examen qu'on le sort. J'imagine que c'est la même chose qui se passe au niveau du bac ou du baccalauréat. Et si c'est la même procédure et qu'il y a une fuite, je ne pense pas qu'il faut commencer de chercher de gauche à droite, accuser X ou tel. Et à mon nombre d'avis, il faut peut-être causer avec des enfants impliqués, parce que je pense que quand les épreuves sont déjà sécurisées, les mêmes personnes qui sont chargées de sécuriser ces épreuves ne peuvent pas être les premiers à les mettre dehors. Donc, il faut donc questionner les enfants. Bien sûr, il y aura des enfants qui sont seulement au bout des chaînes. Pour qu'on puisse savoir comment, par quelle magie, ils ont reçu les épreuves. Ils ont reçu avant la composition. Pourquoi je dis ça? J'ai eu une expérience un jour. Quelqu'un a réussi à sortir des États-Unis pour le Cameroun. Ce qui a intéressé les États-Unis, ce n'était pas le fait qu'il a fui, mais c'est de savoir comment il a dû battre le système de sécurité. Donc je pense que ce qui est intéressant pour notre système n'est pas de punir. Bon, on peut punir, mais de savoir, on a tellement sécurisé ce système. Comment se passe-t-il que chaque année, on revient sur la même histoire? Et là, peut-être, on trouvera une solution de façon définitive et pour les années qui suivront. Alors, ce phénomène, il est récurrent et c'est chaque année, hein, on en parlait un peu au baccalauréat. Mais cette fois-ci, ce qui est un peu plus difficile, c'est que les groupes WhatsApp qui nous font, comment maintenant, chacun on peut se partager des informations, on retrouve les épreuves dans le groupe WhatsApp avant la composition. Monsieur Manga, ça vous dit quelque chose? Je crois que au-delà de... On peut d'abord s'arrêter aux faits. On peut constater de manière factuelle que de plus en plus, il y a ces phénomènes persistants de fraude, de vol, pour être un peu grossier, mais tout en étant réaliste, de tricherie. Il vous souvient que pendant le même mois de juin, je crois le 11 juin, le ministre délégué à la Défense, ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, il a commis une liste faisant état de 1312 faux diplômes. Statistique en augmentation par rapport à 2022, où on avait 929 faux diplômes. C'est vrai que c'est en valeur absolue, mais ça témoigne de ce que nous sommes victimes, la société est victime d'une évolution persistante de dépravation, de perversion. Et il y a un prophète, William Marion Branham, qui disait: s'il y a une société caractérisée par la délinquance juvénile, c'est qu'il y a certainement une délinquance parentale. Donc il doit certainement avoir, il faut questionner. Il faut questionner, peut-être qu'il y a une défaillance au niveau des parents. Je ne sais pas s'il répond à la question. Peut-être qu'il y a une défaillance au niveau des parents. Peut-être qu'il y a une défaillance au niveau du système même de préparation des examens. Certainement, il doit y avoir une défaillance parce que c'est eux qui sont chargés de sécuriser les épreuves jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de fuite. S'il y en a, ça veut dire qu'il y a défaillance. Sont des défaillances volontaires ou involontaires, mais l'évolution du phénomène de faux tend à faire démontrer qu'il devrait avoir quelque chose de volontaire lorsqu'on compare avec tout ce à quoi nous vivons
ces derniers temps. Si c'est les parents qui encouragent ça, Jean-François? Oh, c'est pas nouveau, il faut quand même se le dire depuis. Quand même, moi j'ai passé les examens du secondaire au début, à la fin des années 79 et au début des années 80. Et j'ai eu la chance, à cette période, comme beaucoup de gens de ma promotion, d'avoir comme ministre, dont je pourrais saluer sa mémoire à ce papa, le ministre, le docteur Adamou Damjoya, qui avait inspiré ce qu'on appelait l'éthique. C'est-à-dire que les parents étaient notamment impliqués dans l'éducation des enfants. On a vu justement la naissance à cette époque-là de l'association des parents d'élèves, parce qu'il fallait mettre les éducateurs et les parents en conformité pour pouvoir... Et la fraude en cette période était difficile, très très difficile, parce qu'on avait même institué de manière régalienne, quand un enfant est en dessous d'une moyenne, il est collé. On appelait à cette époque-là au BPC, au probatoire, etc. Il est collé. Mais depuis la libéralisation, c'est-à-dire le retour un peu de la libération de notre pays, on a senti comme une recrudescence des fraudes aux examens. C'est avec la participation des parents. Parce que l'enfant, aujourd'hui, on peut se dire que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont arrivées. Et aujourd'hui, le digital, avec des smartphones, où on peut se partager une information dans des groupes et arriver jusqu'à frauder aux examens. Mais je pense que nous sommes déjà une société de faussaires, où si on veut vérifier totalement, vous avez des faux actes de naissance, notre gouvernement a dû mettre en place aujourd'hui toute une structure sur l'identité nationale, les cartes d'identité, l'acte de naissance, pour savoir exactement de quoi permettre d'avoir les vrais citoyens avec leur vrai âge. Donc, alors, pourquoi on en est là aujourd'hui? Justement, c'est parce que dans le système francophone qui est le mien, on a arrêté la même rigueur qu'il y avait autrefois. C'est-à-dire que les professeurs, en général, à notre temps, proposaient des sujets d'examen à partir de la base d'une institution scolaire, et ça remontait jusqu'à ce qu'on appelait alors à l'époque le grand ministère des Affaires de l'Éducation nationale, avec où était situé ce qu'on appelait la direction des examens et des concours. Aujourd'hui, tout ça a complètement évolué et on ne sait plus très bien. Il faut une politique d'examen. Ça, je suis à proposer une solution, peut-être qu'on va en arriver là. Une politique des examens et mettre l'éthique des examens dedans. C'est-à-dire, moi, j'ai failli au baccalauréat être mis dehors, et je n'ai jamais oublié ce professeur qui était à l'époque censeur, surveillant général au lycée Leclerc, simplement parce que j'avais de ma place demandé un encadré de la feuille, parce que j'étais en train de sur ma feuille de dissertation, et le professeur, lui, entrait, il surveillait. Monsieur Moncam, à l'époque, paix à son âme, surveillait. Et il est tombé sur moi, il voulait me mettre dehors, parce qu'il se disait que j'étais en train de communiquer avec quelqu'un, alors que je m'adressais à l'examinateur qui était là pour me donner l'encadrement. Mais on dit que il faut faire des efforts pour que le faux finisse dans notre pays. Ce n'est pas une question de système, mais c'est une question de pays. On en parle tous les jours, que vous arrivez dans un endroit qu'on appelle Bonas, et que là-bas vous pouvez vous faire délivrer n'importe quel diplôme. Vous pouvez même devenir docteur. C'est-à-dire qu'on vous a fabriqué un mémoire, on met votre nom, et puis vous pouvez aller à la télévision, dire voici mon doctorat. C'est-à-dire j'ai présenté le doctorat avec le jury même, avec des noms fictifs et tout cela. Mais pourquoi on ne démantèle pas tous ces systèmes-là? Mais on en arrive aujourd'hui où on handicape ceux qui ont travaillé. C'est-à-dire ceux qui ont passé parmi les élèves toute l'année à travailler sont handicapés parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sur les mêmes bases que parce qu'on leur a donné des épreuves. C'est regrettable. Comment vous expliquez le fait que dans les examens officiels, malgré l'informatisation du système, malgré
le fait que toutes les parties prenantes à l'éducation nationale se mettent quand même ensemble pour conduire cette affaire-là. Il y a toujours des fuites. À chaque examen, on entend parler de l'eau, on entend parler de fuites. Moi, je pense que s'il y a fuite, ça veut dire forcément qu'il y a une défaillance au niveau de l'organisation, c'est-à-dire du système de ceux-là même qui sont censés organiser ces examens. Comment ils font pour que ces épreuves-là, qui sont censées se retrouver sur la table des examens, le jour des examens, que ces épreuves-là se retrouvent dans les groupes WhatsApp? C'est d'abord eux les premiers à mettre au banc des accusés. Au lieu que les technologies, les TIC que nous avons aujourd'hui nous facilitent, nous rendent la vie plus facile, tout au contraire, ces TIC sont venus rendre nos enfants plus paresseux. Parce qu'à notre époque, quand moi je faisais le probatoire et le bac, on avait ce qu'on appelait les épreuves zéro. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est-à-dire les épreuves type examen. Je crois que de temps en temps, on parle encore du bac zéro. Voilà. C'est-à-dire que quand vous arrivez en classe d'examen, probatoire ou au baccalauréat, votre enseignant titulaire vous dit, c'est de rassembler les anciennes épreuves sur au moins 10 ans. Dès la rentrée scolaire, la première chose qu'on vous demande de faire, c'est de rassembler les épreuves. Maintenant, à partir du deuxième trimestre, vers la fin du deuxième trimestre, on commence à vous examiner sur les épreuves type examen pour vous préparer à l'examen. Maintenant, lors de la dernière évaluation, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'examen blanc, on vous donne des épreuves qui sont probablement proposées à l'office du bac pour que le jour de l'examen, vous mettez vous êtes dans les conditions de compétir et de réussir à l'examen de façon régulière. Or, aujourd'hui, il y a malheureusement chaque année les fuites des épreuves. Est-ce que la presse ne porte pas un peu la responsabilité, le fait de relayer ces vices qu'on a vus toute la semaine, c'est-à-dire qu'on a pris une vieille vidéo de la CRTV qui n'avait rien à voir avec le report qui annonçait la reprise probable des épreuves. Et ça a été relayé. Il a fallu peut-être que le ministère des enseignements secondaires dise non, je ne reconnais pas cette information pour que les gens... Quelle est cette société que nous avons en ce moment-là? Quand vous dites la presse, je ne sais pas si c'est tout à fait ça, parce que je ne me vois pas en train de faire une pareille truc. Mais ce que je veux dire, c'est que la technologie a tellement évolué. Ça a tellement évolué. C'est-à-dire un individu, un enfant de collège, il te manipule l'ordinateur et si tu te demandes, il a pris ça où? C'est-à-dire il te fait le montage vidéo qui balance, authentique. Il faut que tu envoies ça à un spécialiste que tu dis non. Ça, c'est Photoshop. Ça, c'est ceci. Cette image vient de tel endroit. Tu vois, donc, ce n'est pas un problème de journaliste. Je suis dans un forum où se trouvent des journalistes. Et nous, on fait tout pour publier ce qui est exact. Je ne vois pas un journaliste qui propage un message qui n'est pas correct. Je ne vois pas ça. Mais sachez que tout le monde aujourd'hui est journaliste. Tout le monde aujourd'hui est journaliste. Je suis dans mon coin quelque part. Je filme. Et comme je sais monter, même sur mon téléphone, je monte, je fais un petit commentaire. Pas de vérification de faits, rien. Comme tu as vu, c'est ça. Et le public doit être éduqué pour savoir que ce n'est pas parce que c'est sur les réseaux sociaux que c'est bon. Avec le numérique, on peut faire n'importe quoi. Moi, je n'aime pas cette expression de nouveaux médias. Parce que la plupart des gens qui travaillent à travers WhatsApp, les lanceurs d'alerte ne sont pas des journalistes. Les lanceurs d'alerte travaillent pour des officines, de manière générale. C'est-à-dire qu'une information peut être attribuée à la CRTV par un lanceur d'alerte alors qu'elle n'a jamais existé à la CRTV. Et je salue au passage le directeur de publication de Guardian Post. Dans le réseau, la FIDIPES ou du REPAC, on s'est rendu compte qu'il y a des unes qui sont fabriquées ailleurs et qu'on lui attribue ses propres unes. Ce genre de phénomène existe effectivement. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la société camerounaise elle-même. Il faut revenir à l'éthique. L'éthique même de la progression humaine. Que font nos églises? Que font tous les leaders d'opinion traditionnelle même? Cette formation à l'éthique doit partir non seulement de la famille nucléaire, mais de la famille globale, communautaire et sur le plan national. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y a eu l'eau qui a coulé. On a arrêté qui? Justement pour ça que les gens estiment qu'au lieu
On a arrêté qui? Oh, moi, j'ai vu une fois des fraudes à l'examen ici. Il faut quand même sanctionner sévèrement. Oui, sévèrement, pas pour que si la société ne sanctionne pas. Je suis d'accord avec ça, mais je dis ceci. On sanctionne, mais il faut chercher à trouver comment tu as fait. Les deux peuvent se faire pour craquer. Oui, comment tu as l'enquête pour savoir comment ça s'est passé. Mais trouver, tant qu'on n'a pas sanctionner, sanctionner. Parce que si on ne sanctionne pas, dans 2 semaines, les examens seront terminés, les résultats seront là, et l'année prochaine, on recommencera exactement de la même façon. Alain Basile. Merci beaucoup. Comment sortir de cette situation? Il faut sauver la qualité de notre enseignement, donner même de la valeur aux diplômes qu'on délivre partout. Mais comment? Oui. Et avant de répondre de manière frontale à la question, je vais quand même revenir sur, sans que je sois journaliste, je pense que dans ce phénomène, il y a quand même aussi une responsabilité des journalistes. Je crois savoir, sans que je sois journaliste, mais les côtoyant de temps en temps, qu'il y a plusieurs principes, parmi lesquels au moins 2. Le principe de la sacralité des faits et le principe de la critique des sources. Or, on a l'impression que de moins en moins, c'est comme s'il y a de moins en moins la recherche du scoop de rigueur, n'est-ce pas, dans la critique des sources. C'est-à-dire que dès qu'on a telle information sans vérifier, on diffuse. De ce point de vue, je pense que on ne peut pas mettre le doigt accusateur sur la presse. Je pense quand même qu'il y a une petite responsabilité. N'oublions pas que la presse également, enfin, les journalistes ont une mission également de non seulement d'information, mais de formation, de sensibilisation. Et d'éducation. Côté-là. Maintenant, comment faire? Je crois que si nous sommes tous d'accord qu'il y a plusieurs pôles de responsabilité, nous nous rendons compte qu'il y a déjà une défaillance au niveau même de la mentalité. Et là, j'ai lu des ouvrages où des gens parlaient de restructuration de l'esprit. C'est un gros mot, oui, mais qui a sa signification et qui peut s'appliquer. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant naît, on veut qu'il soit honnête, on commence déjà par des repères. Et même dans nos sociétés traditionnelles, il y a toujours eu des repères. Est-ce qu'aujourd'hui, de moins en moins, dans l'éducation, soit dit de l'éducation de l'enfant, les parents n'abandonnent pas ces repères ancestraux? Il a parlé de certaines vertus, du respect, de l'honnêteté, également d'identifier les vices et les vertus. Moi, je me rappelle quand nous étions à l'école primaire, non seulement à la maison, on vous martelait. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et à l'école, il y avait des cours de morale, mais aussi, n'est-ce pas, la systématisation de la sanction. Il y a faute, il doit avoir sanction. Parce qu'il ne faut pas seulement constater qu'il y a beaucoup de fautes. Donc je pense qu'il y a la famille qui est interpellée, qui est d'ailleurs la première cellule qui est responsable de l'éducation et de la construction du mindset de l'enfant. Il y a également les organes, donc, je veux dire, institutionnels qui sont chargés de l'éducation. Mais pour eux, cela, je pense qu'ils interviennent en deuxième lieu. Malheureusement, même parmi eux, puisqu'ici nous constatons bien que ça vient de ce deuxième cercle de responsabilité. Ça vient de... Donc il faudrait même également remettre en cause peut-être la manière d'éduquer les éducateurs. Je pense qu'il faut aussi revenir à un travail de réarmement moral de la société. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société d'accumulation des richesses. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où j'ai, donc je suis. Ce n'est plus une société où je pense, donc je suis. Un peu pour reprendre les termes d'un philosophe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valeur de l'homme, c'est par rapport à la voix. Et donc, dès le bas âge, on court vers le matériel, alors que le matériel est là pour aider l'homme à renforcer son humanité et non le contraire. Donc, je pense que toutes les officines, qu'elles soient politiques, c'est-à-dire les hommes politiques, que ce soit les officines religieuses, que ce soit même la famille à la base ou les chefferies traditionnelles, tout le monde doit se remettre au travail pour renforcer nos valeurs africaines, nos valeurs d'antan. Monsieur, quand même, pour terminer, pour dire que il est difficile aujourd'hui parce que, comme il disait, que je suis. Donc c'est quand même un peu difficile de penser qu'aujourd'hui, le fils d'un millionnaire ou milliardaire échoue à un examen.
C'est devenu la logique, on dit que non. L'enfant même dit, tu es milliardaire et puis j'ai échoué à tel concours, pourquoi? J'ai échoué à tel examen, pourquoi? C'est une société qui est en train de décrypter et il faut se ressaisir. Et je suis d'accord avec M. Bolo, il faut absolument nous réamer de manière morale. Pour qu'on ait quand même, on ne soit pas une société où on va dire ben, c'est une république bananière, là-bas ben, les diplômes sont faux, les actes de naissance, quand on dit même les actes de naissance sont faux et autres, que les doctorats sont faux, vous étiez avec un kidam pendant que vous alliez à l'école, il n'y allait pas. Il a eu une formation comme ça. Et puis un jour, vous entendez qu'il s'appelle docteur tel. Voilà. Docteur tel. Donc, une société où on court vers l'accumulation de richesses et maintenant on doit se compromettre de toutes les façons. Attends, il a eu, vous trouvez un peu des camarades, des gens avec qui vous avez grandi, mais attendez, retrouvez un peu les repères. Tel individu qui s'appelle docteur, là, il a fait comment? Il est passé par où? Personne ne trouve, on dit, oh, c'est la société, laissons ça comme ça. Dans l'actualité cette semaine, la presse locale est revenue sur le classement des ports camerounais au ranking mondial. Mais avant d'en parler, allons à Kribi où se sont tenues les réunions des comités techniques de l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ces assises visaient à établir, avec les principaux acteurs experts, établir donc un cadre d'action concerté, nourri par des échanges sur les délais, les opportunités et les innovations dans la gestion portuaire. Et sur les enjeux de ces réunions qui se situent à l'aune du renforcement des compétences, le renforcement de la coopération régionale, la promotion de l'innovation, du développement durable, la formation des compétences, nous allons regarder quelques participants. C'est vrai que dans la coopération, nous ne limitons pas notre zone économique, nous allons aller aussi vers les pays de la triade, que ce soit l'Europe, l'Amérique, la Chine et autres. Mais nous-mêmes devons pouvoir compter sur nous si nous voulons développer quelque chose de durable. Et donc c'est important. Ça se fait en famille, ça se fait dans notre zone économique et nous avons les intelligences pour. Donc en les réunissant ici à Kribi, qui en développant ce port impose de nouvelles technologies, il est bon de s'abreuver. S'abreuver auprès de Kribi, de s'abreuver aussi auprès des anciens. Donc cet échange est bénéfique. Les comités techniques de l'AGPAOC sont constitués d'experts de haut vol. Et leur rôle, c'est de réfléchir à l'amélioration des méthodes, la recherche de plus d'efficience dans le cadre de la gestion des ports. À Libreville, il y a d'autres comités qui se sont réunis et qui ont fait la même chose. Je précise que le port de Kribi est très heureux de pouvoir, bon an, mal an, abriter sa première réunion des comités de l'AGPAOC. C'est quand même en moyenne de 200 participants, parfois un peu plus. Le 4 juin dernier, la Banque mondiale et une autre institution ont rendu public le rapport sur l'indice mondial de performance des ports à conteneurs 2023. De ce rapport, il ressort que les ports autonomes de Douala et Kribi sont parmi les moins performants du monde. Les ports de Kribi et de Douala occupent respectivement, je l'ai dit au départ, les 366e et 373e places sur 405 ports évalués. Et en Afrique subsaharienne, ces ports se positionnent au 26e rang et au 27e rang. Les journaux ont consacré des espaces à cette actualité, mais à regarder de près, les publications que nous avons feuilletées remettent en cause la méthodologie utilisée par ces institutions. Le bi-hebdomadaire Horizon Nouveau, par exemple, parle de l'imposture au superlatif, tandis que Repère écrit dans sa une, Banque mondiale Port arrose sur un rapport. Le journal de Régine Tuna parle d'une véritable aberration au vu de la méthodologie appliquée sur les experts tapis dans les bureaux à Washington. Arrêtons-nous là d'abord, dans un premier temps. Au-delà de la polémique, quel est le regard que vous portez sur ce rapport? Ça vient quand même d'une institution sérieuse, la Banque mondiale, et puis le reste. Quel est le regard que vous portez là-dessus? Quand j'ai lu ce rapport, surtout le reportage, j'étais un peu gêné. Gêné parce que pendant toute ma vie, toute ma carrière ici en Balade, j'ai fait des reportages à la Banque mondiale.
j'ai fait des émissions avec cette institution. Je connais la plupart des personnes qui ont travaillé là-bas, ici à Yaoundé ou à Washington. Je peux citer Eric Tindje, notre collègue, Bo Herbert, Julius Wame, j'en passe. Et je connais la rigueur qui anime cette institution. Pour rappeler les faits, ou bien pour entrer dans l'histoire, la Banque mondiale a été créée en 1944, juste après la Deuxième Guerre mondiale. L'objectif, c'est pour reconstruire l'Europe qui a été détruite pendant cette guerre. Il y a 189 pays membres de la Banque mondiale, si je ne me trompe pas. Et Cameroun fait partie de ce groupe qui, entre-temps, s'est élargi avec la fusion avec IDA, International Development Association. Donc, pendant 80 ans, si on fait le calcul, 2024, 1944, ça fait 80 ans. Si on prend l'année où le Cameroun est entré dans la Banque mondiale, ça fait plus de 60 ans. Et depuis ces années-là, on n'a pas eu le moindre couac. C'est-à-dire, elle a fabriqué une personnalité. Et d'ailleurs même, je pense que le chef de mission ici a le statut d'un diplomate, si je ne m'abuse pas. Oui, oui. Donc, quand on parle de la Banque mondiale, je parle avec beaucoup de pincettes parce que je me demande, est-ce que c'est réellement, ce document-là a été publié par la Banque mondiale? Je me pose, peut-être après cette émission, je vais aller mener d'autres enquêtes pour en savoir plus, pour les besoins, bien sûr, pour notre public. Qu'est-ce qui vient dans le document? Attends, j'arrive. Prenons Standard & Poor's, qui a mené ces enquêtes. C'est un cabinet. C'est un cabinet. Je rigole un peu, hein. Quand vous allez sortir d'ici pour arriver chez vous et que vous retrouvez peut-être les gendarmes qui rôdent autour de ta maison, certainement tu vas d'abord mettre de côté pour demander, ils cherchent quoi? Pour dire quoi? Quand Standard & Poor's fait un rapport sur toi, sur ton entreprise, il y a des conséquences, soit positives ou négatives. Bon, qu'est-ce qui me gêne pour revenir à ta question? Deux institutions, l'un a fait le reportage, l'enquête, l'autre a publié. Donc, pour moi, consommateur, elle est hyper authentique. Je n'ai pas besoin de poser de questions. J'ai commencé par dire que je connais des collègues qui ont travaillé là-bas et je connais la rigueur de là. Quand vous lisez dans le reportage des journalistes, peut-être tiré de ces rapports que moi je n'ai pas lus, je me pose la question et je commence par la fin. Comme je suis journaliste, quand je connais le port de Tema au Ghana, je connais quand même le port de Durban, je connais Le Havre en France, Los Angeles, je prends quelques exemples comme ça, hein, qui se retrouvent dans ce classement après le port de Douala, après le port de Kribi. Kribi, pour ne pas dire comment on parle au quartier, le hier là, qu'ils sont devenus tellement compétitifs, plus que ce mastodonte. Mais c'est sur la base des critères que le cabinet et la Banque mondiale ont dû choisir. C'est pas par hasard quand même. Donc c'est pour cela que je dis qu'après ceci, je vais encore vérifier ce fait-là, parce que quelque part, même si c'est les critères, je vois mal qu'on soit plus performant que ces ports-là. Et justement, la plupart des critiques portent non pas sur les faits, non pas sur les performances qui sont collées aux entreprises. Les critiques, c'est sur l'approche méthodologique. Quels sont les critères, les critiques
qui sont aussi objectives, estiment qu'il aurait fallu soit adopter une approche différenciée, donc distinguer les différents types de ports, soit alors intégrer d'autres critères performantiels pour pouvoir évaluer, surtout que lorsque cette institution-là, qui a une autorité établie, c'est-à-dire que ce qui est sûr, les statistiques qui sont là, c'est des faits. C'est-à-dire que si on a dit que le port de Douala, c'est tel pourcentage, tel nombre de navires arrivés, ils n'ont pas inventé. Ils ont certainement collecté, donc c'est factuel. Donc, en revanche, les critiques qui sont surtout les destinataires ou alors les évalués, parce qu'il y a les évaluateurs, dont l'institution Banque mondiale, qui est l'évaluateur, et les évalués, qui estiment qu'il aurait fallu intégrer d'autres critères. Alors moi, j'ai une autre question que je me suis posée, tout comme lui, je vais continuer à creuser. C'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que cette institution fait l'évaluation, n'est-ce pas, des ports. Mais on est quand même aussi curieux de voir que dans le ranking, c'est-à-dire qu'on se pose des questions sur est-ce parce qu'on a fait omission de certains critères qu'on est arrivé à ce ranking-là. Vous ne voulez pas dire que la Banque mondiale pose un problème d'éthique ou qu'elle a vraiment quelque chose à dire sur les ports du Cameroun? Vous-même, vous reconnaissez que la Banque mondiale, c'est une institution sérieuse. Si vous permettez, on ne peut pas imaginer que... Si vous permettez, je vais terminer en 1 minute, si vous permettez. Allez-y. Je voulais dire simplement que, en revanche, j'aurais tendance, si j'étais évalué, surtout que nous sommes dans une activité qui impose beaucoup de rigueur, moi j'aurais positivé ces rapports. C'est-à-dire que tous ces ports-là sont engagés à la démarche qualité et l'un des principes primordiaux, c'est l'amélioration continue. Ça veut dire les observations qui ont été faites, qu'on les intègre. Nous les intégrons et voilà, c'est un peu ça. Jean-François, vous voulez absolument prendre la parole? Non. Pourquoi je voulais absolument prendre la parole? Je suis identifié comme parfois, autrefois, à tort d'ailleurs, comme un anti-port de Douala, c'est anti-système du port de Douala, mais moi je suis un patriote et quand j'ai suivi toute cette actualité autour du port, notamment autonome de Douala, je me suis quand même intéressé à comprendre comment le port de Douala, qui a un top management que tout le monde connaît exactement et qui a fait des efforts pour ramener un peu à la résilience, c'est-à-dire que reprendre notamment le terminal du port de conteneurs peut aujourd'hui, et donc le top management a affiché quand même d'objectivité par rapport à cela. Je me suis quand même renseigné un peu pour comprendre qu'est-ce qui peut cette stigmatisation ou ce recul dans le classement intéressant. Et je suis... Moi j'ai un avis sur la Banque mondiale, hein, c'est-à-dire je ne pourrais pas dire que c'est une institution quelconque, je ne pourrais pas non plus être laudateur. Parce que j'ai fait plusieurs voyages aux États-Unis et mon objectif était toujours de comprendre comment ces gens travaillent. D'ici, je suis allé avec d'autres confrères au siège de la Banque mondiale comprendre comment les rapports. Je me suis rendu compte que c'est le même système anglo-saxon où quand on a besoin de connaître une situation, on se confie à des cabinets. C'est-à-dire le cabinet vous fait un rapport, le cabinet enquête et puis le cabinet vous donne le rapport. Et maintenant... Et le risque de manipulation est élevé à ce moment-là. Parce que moi, je n'ai pas compris que la banque n'ait pas fait une autre critique, la critique du rapport. Voilà, exactement comme dans le système anglo-saxon, c'est connu. On vous donne un travail, vous le faites. Celui qui a commandé le travail revient et fait un autre. La critique demande à un autre cabinet de critiquer le travail qui a été fait. Et pour le cas de Douala, notamment, j'ai lu le rapport, effectivement, et j'ai compris un peu la méthodologie, mais elle m'a posé beaucoup de problèmes, notamment pour le cas du port autonome de Douala. Parce que l'un des critères d'évaluation était que la durée qu'un bateau peut mettre, un navire peut mettre à quai ou en rade. Mais on ne sait pas, on ne peut pas prendre les mêmes critères. Un port de Douala qui est un port de l'estuaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'un port en eau profonde. Le port en eau profonde a ce système particulier, c'est que quand il arrive, dès qu'il a fini son chargement, il s'en va aussitôt.
Or, pour le cas du port de Douala, par exemple, il faut tenir compte de la marée. Il y en a 2 par jour. Parfois 3. Marée basse et marée haute. Pour que le bateau se déplace, il faut regarder ces critères-là. Et il faut savoir aussi que quand un bateau arrive et en rade, ça ne dépend pas du port totalement pour son départ immédiat. C'est-à-dire la vitesse du temps qu'il doit mettre en rade ou en quai. Ça dépend parfois, très souvent, des gens qui ont commandé une marchandise. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ils ont apprêté les conteneurs en question pour que le bateau aille rapidement. Et il y a aussi les formalités douanières. Parfois, ça prend du temps. Et le bateau peut mettre... Et moi, ce rapport n'a pas tenu compte de ces éléments-là. Pour dire que... Et je suis d'accord avec le grand Benda. Comment on peut classer un port estuaire comme le port de Douala avant Los Angeles, avant Djibouti. Djibouti d'ailleurs qui conteste, qui s'est plaint ouvertement en disant que ce travail n'a pas effectivement... Bon maintenant, on peut critiquer dans les relations camerouno-camerounaises, le top management qui a en place au port autonome de Douala. Mais le classement ne dépend pas du top management, c'est les grèves des personnels, les lettres que les personnels peuvent faire, etc. Est-ce qu'on peut croire un tant soit peu que ce cabinet, recruté par la Banque mondiale, est allé écouter les ragots du personnel? La question que je me pose, pour faire un travail scientifique. Alors, je voudrais vous entendre sur... C'est une question comme ça que je me suis posée quand j'ai lu le rapport. Est-ce qu'on a écouté les ragots du personnel ou bien d'une certaine presse qui a tendance à... Encore la presse. Encore la presse. Est-ce que c'est ça? Mais je pense quand même qu'il y a des efforts qui devraient être faits pour spécifier dans les catégories différentes des ports en eau profonde, les ports des estuaires, pour permettre, n'est-ce pas, que le rapport soit crédible. Je voudrais vous entendre sur un commentaire qui a été fait par une publication Horizon Nouveau Magazine, qui dit ceci: de la même manière que cette institution de Bretton Woods, grâce à des indices de calcul biaisés, avait participé aux côtés de son alter ego, le FMI, à la décapitation des économies africaines autour de l'année 90 à travers les programmes d'ajustement structurel et génocidaire, elle remet ça à travers le classement fantaisiste des ports dans le monde, sans doute dans la perspective de jeter une fois encore en pâture ces infrastructures de production des richesses de certains pays en quête de souveraineté socio-économique dans les fourches codines de la prédation internationale en bande organisée. Pas excessif? Alors, je ne veux pas mettre en doute le sérieux de la Banque mondiale, ni celui du cabinet SNPO qui a travaillé avec la banque, voilà, en tout cas qui a été commis à la tâche pour produire ce rapport. Je crois que s'il y a ce tollé général, parce que ce n'est pas que les Camerounais ni la presse camerounaise seule qui s'est plaint, je crois que même les Américains se sont plaints, même du côté asiatique, les gens n'ont pas compris comment ils peuvent être aussi mal classés. Des ports qui ont même des grandes expériences. Oui. On a l'impression que, premièrement d'abord, il n'y a pas eu, dans la méthodologie, il n'y a pas eu un travail contradictoire. Quand j'ai écouté les responsables des ports, que ce soit au Cameroun et ailleurs, nous avons l'impression que ce cabinet n'a pas travaillé en collaboration avec ces ports. Et même, grave encore, si je m'en tiens à ce qui a été dit, ces responsables, les responsables du conseil qui ont fait ces études ne sont même pas descendus sur le terrain. Tout simplement. Mais avec les technologies aujourd'hui, voilà. Maintenant, on peut avoir des informations. Voilà, les critères, les ragots que les gens racontent. Non, pour jeter l'eau dans votre moulin, c'est-à-dire Transnet, qui est en Afrique du Sud, a eu même une réunion avec la Banque mondiale. Oui. Et dans ce document que j'ai lu, il est dit que les données d'État, les données utilisées sont des données d'un tiers. Il faut savoir ce qu'on met dans un tiers. Le tiers là, c'est qui?
Alors, attardons-nous un peu sur les critères qui ont été mobilisés pour faire ces classements. Monsieur Chanon a expliqué longuement l'un des critères, à savoir celui de la durée d'un navire dans un port. Allons un peu sur un autre critère, c'est-à-dire que voilà, par exemple, en ce qui concerne... On ne va pas négliger ce critère. Hein. Il y a par exemple le groupement des opérateurs du transport maritime, auxiliaires du transport, qui estime que le mauvais classement du port autonome de Douala, par exemple, au non-respect des délais de dédouanement des marchandises, de son point de vue, ces délais sont de 11 jours. Mais quand ces délais sont dépassés, ça peut jouer sur... 9 jours précisément. Voilà, 9 jours. Ça peut jouer négativement sur la performance du port. Bon, on ne va pas négliger ça aussi. Évidemment. Vous voyez qu'on a mis Douala, le port autonome de Douala, dans une catégorie où elle ne peut pas compétir. Ce qui fausse déjà, dès la base, la compétition. Est-ce qu'il y a un agenda caché derrière tout ça? Parce que vous semblez contourner... Non, il faut ajouter quelque chose là, parce que la plupart de nos gens ne comprennent pas que, au fait, les navires, c'est-à-dire de gros bateaux, accostent à 50 km de Douala, c'est-à-dire sur la mer. En rade. En rade. Parce qu'il faut expliquer ça terre à terre. Et il faut donc... Transbordement, c'est le mot que j'ai cherché. Et ça dépend également de l'occupation de l'espace. Tout à fait portuaire. Donc le classement... Dans le classement du port de Douala, à ce niveau-là, a quand même une petite différence. C'est-à-dire qu'on aurait pu classer dans les mêmes types. Et c'est peut-être la différence que moi j'ai relevée quand lisant le rapport. C'est-à-dire qu'on aurait pu tenir compte de ça. Parce que de manière, ne serait-ce que pour des problèmes d'équité. Voilà. Et dans le rapport, ils n'ont même pas tenu compte des performances récentes du port autonome de Douala. Je n'ai pas vraiment senti qu'on ait tenu compte. On prend plutôt les données de durée essentielle. C'est-à-dire que pour que le port soit performant, il faut que un bateau qui arrive à quai passe le moins de temps possible. Mais ils n'ont pas expliqué pourquoi à Douala, par exemple, il y a cette spécificité. Or, c'est un bateau, un port d'estuaire. Maintenant, ça n'a rien à voir. Comme pour répondre un peu à Séverin qui disait, est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché? Certainement. Toute la vie des entreprises, il y a toujours des agendas cachés. La concurrence, le sabotage peut-être du top management, les problèmes résiduels, et tout ça, ça existe. C'est humain. Mais il y a quand même que le quotidien de l'économie et bien d'autres publications nous font savoir que en 2023, les bénéfices du port autonome de Douala, c'est quand même, c'est pas ce qu'on avait avant, 14 milliards, quelque chose comme ça. Disons que la santé économique de nos ports, quoi qu'on dise, n'est pas au top niveau. Est-ce qu'il faut continuer à refuser de reconnaître les indications données par la Banque mondiale? Non, refuser, je ne crois pas. Je ne pense pas que c'est ce que nous disons ici. C'est-à-dire, on a des faits. On travaille sur les faits. Je pose la question parce que lui nous parlait des performances du port autonome de Douala. Non, je ne les ai pas évoqués ici. Mais si vous voulez, on peut les évoquer. Oui. On peut les évoquer en ce sens que moi, je prends par exemple les conteneurs qui étaient par une institution étrangère, privée, qui opérait là-bas et qui reversait à l'État un certain nombre de montants. Mais on a bien regardé par les fiches données par le port autonome de Douala que depuis que le port a créé cette société qui lui est propre, maintenant, les recettes ont quand même augmenté. C'est dans les faits. Les recettes ont particulièrement augmenté. On s'est rendu compte, depuis 2019, notamment, les recettes regardées par le terminal à conteneurs, qui est géré par le Cameroun lui-même maintenant, ne sont plus les mêmes que ce que, par exemple, l'institution qui gérait ça avant. Je ne veux pas nommer l'institution pour ne pas lui faire d'impression. Mais après toute la grosse bataille judiciaire, était ça. Quoi qu'il en soit, les opérateurs portuaires importants du continent, à l'instar de ceux de Djibouti, d'Afrique du Sud, et Alain l'a marqué tout à l'heure, critiquent sévèrement ce rapport. Au demeurant, le rapport de la Banque mondiale sur les ports n'est pas totalement à rejeter aussi. Alors, que doivent néanmoins faire les responsables des ports de Douala et de Kribi qui sont indexés pour qu'à l'avenir, nous ayons à améliorer ce classement? Parce que j'aime bien écouter M. Manga qui disait qu'il faut quand même intégrer
ces données-là. Peut-être que de manière objective, la méthodologie utilisée n'a pas respecté les canons habituels, mais ce qui est dit quand même doit nous interpeller. Peut-être que ça pourra permettre que nous ayons de meilleurs résultats dans ces ports. Alors, moi je pense que si ces critères-là sont ceux qui sont adoptés pour faire l'évaluation, je crois que nous devons donc nous adapter à ces critères-là et qu'on s'arrime. Parce que c'est là aussi de l'image que nous envoyons aux partenaires extérieurs. Donc, je crois qu'il faut renforcer l'infrastructure, faciliter l'accès, par exemple, en ce qui concerne le port de Douala, l'accès au terminal portuaire des bateaux en rade. Maintenant, créer une synergie entre les administrations qui interviennent au port, dans ces ports. Je parle de l'administration fiscale, par exemple, ou douanière, parce que souvent, il y a aussi les lenteurs dans ces administrations-là qui font donc en sorte que le temps passe et puis on n'a pas l'impression que les choses changent. Voilà, donc il faut créer donc une synergie entre toutes ces administrations pour gagner en temps. Il faut renforcer l'outil, renforcer l'infrastructure, et je crois que j'ai appris dernièrement, si mes informations sont bonnes, le port autonome de Douala est en train de travailler dans le sens d'extension de son parc. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Ça va permettre au port de Douala de compétir sereinement en s'arrimant aux critères. Maintenant, plus loin, je crois qu'il ne faudrait pas que les responsables de nos ports s'indignent tout simplement. Je crois qu'à un moment, il faut même contester ces genres de rapports en écrivant, par exemple, à la Banque mondiale et au cabinet qui a commandé ces il y a eu des sorties dans les journaux quand même. J'ai lu, par exemple, à Défi actuel. Il y a Dieudonné Onana Doké, directeur général de la régie du terminal à conteneurs. Il a réagi en critiquant vivement ces rapports parce qu'il estimait qu'une étude de terrain aurait certainement permis d'affiner les résultats qu'on avait. Il y a eu quand même des sorties dans la presse. Voilà, c'est exact. Je crois qu'il faut aller plus loin. Diplomatique, le ministre, par exemple, qui était à Washington récemment, il faut passer par le ministre aussi. Il faut aller plus loin. Nous sommes dans la diplomatie aussi. Voilà, parce que ce genre de classement, comme je le disais tout à l'heure, ça impacte l'image alors que sur le terrain, il y a des réels efforts qui sont faits pour améliorer le fret maritime. Merci. Déjà, je voudrais mettre un bémol sur certains médias, effectivement, qui ont publié des résultats financiers qui sont en baisse. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. J'ai lu par exemple que pour le port autonome de Douala, qui est le premier port de l'Afrique, de la sous-région Afrique centrale, qui est passé, je peux m'être trompé, d'un bénéfice net, d'un résultat net de 16 milliards à 14,4 milliards. Donc ils ne sont pas en perte. Il y a une baisse et ça peut exister même dans une entreprise qui a des performances techniques. Et un résultat financier englobe beaucoup de choses. Il n'y a pas que les performances techniques. Il y a par exemple des facteurs exogènes tels que le niveau, la baisse globale du niveau du commerce international qui, selon l'OMC aujourd'hui, est évalué à 5% du commerce mondial. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça peut également impacter sur le résultat. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense qu'ils sont dans la démarche qualité. Je crois d'ailleurs que le port autonome de Douala est certifié à la norme ISO 9001 version 2015, qui est la norme qui concerne le management de qualité. Donc, ils savent ce qu'il y a lieu de faire. Donc, pour moi, c'est déjà de faire un bilan de l'existant pour identifier les critiques de manière... Enfin, pour identifier les faiblesses critiques auxquelles ils vont s'attaquer. Ça peut être... Il a évoqué les infrastructures. Il y a des choses qu'ils sont en train de faire, qu'ils persistent, parce que dans la démarche qualité, et je l'ai dit tout à l'heure, on dit c'est l'amélioration continue. La démarche qualité ne s'arrête pas. On s'améliore de manière continue. Ce qui est regrettable, c'est qu'ici, dans ce rapport, il n'y a pas eu le principe du contradictoire qui devrait présider à chaque mission d'évaluation ou d'inspection. Le principe du contrat. Je vous évalue, il faudrait que les résultats, je discute d'abord avec vous avant de les publier. Il faut que moi-même, j'ai même... tu me dis là où tu as pris les données, parce que je peux avoir mes propres données à moi.
quand cela ne tient, je voulais peut-être pour chuter, dire que ce problème n'est pas unique à nos ports, à certains de nos ports. Quand vous arrivez à JICAM, à côté du bureau du président de JICAM, c'est le bureau de qui? Sœur de communication. Quand vous regardez BEAC International, à côté, c'est le bureau de qui? Quand vous regardez les structures étatiques, le bureau de... Le ministre est soit éloigné de la cellule de communication. Vous avez tout compris. Nous sommes dans un monde où on communique beaucoup. Quand on te dit, on a pris l'information d'un tiers, ce tiers-là, c'est où? Ça peut être même votre propre donnée, pas un tiers que vous ne connaissez même pas. Donc il faut utiliser les journalistes que vous en avez. Si on publie de façon journalière, tel bateau est arrivé, numéro tant, il a dit ça. On puise dedans, on n'a pas besoin de chercher de gauche à droite pour avoir des informations. Je pense que le journaliste ou le communicateur doit accompagner nos dirigeants, être à leur côté. Et ce qui n'est pas, la plupart du temps, cela. C'est un journaliste qui parle. Moi, j'ai une vision patriotique parce que j'estime que si je peux critiquer à un moment donné le temps... Ça n'arrive pas tout le temps, hein, Chanon? Oui, c'est-à-dire ça m'arrive tout le temps, en tout cas. Je peux critiquer, peut-être relayer, peut-être les problèmes du personnel du port, ça c'est inhérent, Camerounais, mais sur le plan patriotique, j'estime que le travail qui a été fait sur le port autonome de Douala est injuste. Simplement injuste, pourquoi? Parce que le cabinet ne semble pas avoir pris toute la méthodologie normale pour avoir toutes les données sur ce port-là et lui donner le classement qu'il mérite. Vous savez, le cabinet en question est très influent dans le monde. Oui. Très, très influent. Donc, c'est un peu la Bible de la gestion dans ce domaine des ports. C'est pour ça que là, il faut donc, quand ils prennent position, il faut faire ça détecte immédiatement. Même la Banque mondiale, et le sentiment que j'ai, tremble un peu. Parce que l'expertise qu'ils ont est telle qu'ils ont un lobbying quasi international qui est écrasant. Écrasant pour des États. C'est-à-dire que les efforts que vous faites, ben, il faut savoir que la Banque mondiale aussi a son esprit. Ce n'est pas l'amitié. Même quand ils viennent ici, ce n'est pas l'amitié. Quand les experts viennent ici. Et dans le cas d'espèce, le port autonome de Douala doit pouvoir prendre langue avec ce cabinet. À travers la Banque mondiale, elle dit que non, vous avez fait tel rapport, mais nous, on est capable de vous dire que ce n'est pas exact. Il peut même avoir aussi des ports dans le monde qui sabotent tel port pour avoir un meilleur classement sur la base relative. Mais nous sommes quand même dans un domaine où c'est très sérieux, la Banque mondiale, quand ils font un rapport sur un pays. Donc il ne faut pas négliger. Il faut relever les incohérences qu'il y a dedans. Hein, mais améliorer la prochaine fois pour que la cohésion y soit. C'est-à-dire que dès lors que vous faites un travail sur nous, permettez-nous quand même de manière scientifique de le lire et de nous faire vos observations avant de sortir un rapport définitif. Exact. Mais c'est ce travail-là qui n'a pas été fait. Nous arrivons au terme de cette édition de Scène de Presse. Merci à nos invités. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous et surtout pour... le partage d'expériences que vous nous avez permis, les informations que vous aviez, cela a certainement permis à nos téléspectateurs de comprendre non seulement le phénomène de la fraude qui est autour de nous, et puis les questions que nous nous posons autour de ce rapport rendu public par la Banque mondiale. Encore une fois, merci mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Bonne suite des programmes sur la CRTV.